Ok. Oui, donc, vaste sujet, comme dit Nicole. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, bon, on va trouver peut-être trois qualificatifs où, donc, comme je l'ai dit, des fois, les gens souvent, on va se définir aussi par ce qu'on fait. Mais quoi qu'il en soit, si je vous repose la question demain, vous me donnerez peut-être autre chose. Et au final, en fait, c'est impossible finalement de se réduire. Bon, ça ne vous apprend rien, hein, à quelques mots. On ne peut pas cerner une personne, on ne peut pas la circonscrire avec des mots comme ça. C'est bien plus complexe. Alors, c'est pour vous faire, bien sûr, toucher du doigt la présentation. Donc, tout le monde voit la présentation? Oui. Alors, donc, oui. Alors, voilà, décrivez-vous en Et trois vous, mots. Jean-Pierre, qui êtes-vous? Oui, mais je l'ai dit, mais bon, c'était rapidement. Donc, qui êtes-vous? Oui, je ne sais pas le dire. Oui, moi aussi, je ne sais pas me définir en trois mots, mais je peux dire par contre que je suis dans le coaching, facilitation d'intelligence collective. Mais non, je ne sais pas non plus, hein. Ce n'est pas parce que je connais un peu l'énéagramme que je sais me définir en trois mots. Et je vous rassure, vous ne le saurez pas non plus. Enfin, le but de l'énéagramme, c'est justement, c'est pas de se définir en quelques mots non plus, hein, heureusement. Donc, juste par rapport de mon côté, j'ai fait un cursus important de formation à l'énéagramme auprès du Centre d'études de l'énéagramme sur 2 ans, à peu près 270 heures. Donc, c'est juste pour dire que l'énéagramme est un sujet qui est assez vaste, même si là, je vais vous le présenter rapidement, hein, en 1 heure, donc forcément, on va faire un survol. Mais il y a plein de bouquins. Même encore, je vous dis, après cette formation, je continue à découvrir des choses. Et plus j'en découvre, plus je m'aperçois que de la profondeur en fait, de cet outil. Donc voilà, pour cette histoire d'écrire en 3 mots, juste une petite allusion au fait qu'il y a aussi ce que les parents auraient voulu qu'on soit, ce qu'on voudrait être, ce qu'on croit être, ce qu'on est. Voilà, il y a plein de possibilités, en plus du fait que c'est pas facile. On peut aussi rajouter le fait qu'on se fait des idées des fois, on croit être mais en fait, se connaître vraiment, c'est finalement difficile en fait. Alors, qu'est-ce que l'énéagramme? Eh bien, donc déjà la définition, c'est une énéagramma, donc ça veut dire figure à 9 côtés en grec. C'est un système d'étude de la personnalité donc, qui est fondé sur 9 comportements de la nature humaine. Alors, là où je dirais qu'il existe, hein, vous connaissez peut-être le MBTI, DISC, enfin, il existe un certain nombre d'outils qui classifient comme ça les personnalités, mais je dirais que l'originalité de l'énéagramme, c'est qu'il puise son origine dans la nuit des temps, hein. Il est issu en fait de nombreuses traditions et cultures. On le retrouve sous une forme un petit peu différente, mais on peut faire des liens entre des éléments de la culture du soufisme, du bouddhisme tibétain, de l'orthodoxie, enfin chez les chrétiens, les 7 péchés capitaux, qui vont se retrouver dans les 9 types. En fait, il y en a 2 de plus, mais bon, ça peut s'expliquer. Donc, il y a une racine assez profonde, en fait, dans cet outil. Il y a aussi, à l'époque, Pythagore, qui a été on va dire, qui a contribué à élaborer cet énéagramme. Donc, à l'époque où les mathématiciens étaient aussi philosophes, voire mystiques, ce qui était un peu son cas. Et donc, non seulement ça, mais en plus, on peut faire un lien avec le DSM. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qui classifie les psychopathologies. C'est un document qui fait référence, hein, de la Société de psychiatrie américaine.
qui classifie donc les différentes pathologies mentales. Et en fait, c'est assez remarquable de s'apercevoir qu'il y a 9 grandes pathologies qui sont en fait, on va dire, les excès des 9 correspondant à ces 9 types de personnalités. C'est-à-dire quand elles sont poussées dans leurs extrêmes, eh bien, ça donne lieu on peut faire un lien donc avec les 9 grandes psychopathologies. Donc voilà, il y a une profondeur, je trouve, dans cet outil. Et donc, c'est un outil qui va être de connaissance de soi et bien sûr des autres, de fait, puisque comme on sait, ça revient un peu au même, se connaître soi-même ou connaître l'univers, comme l'a dit je ne sais plus qui. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et c'est aussi un outil de transformation de soi, parce que c'est pas... Alors, je ne connais pas très bien le MBTI, mais en fait, pour moi, il y a plus une notion de prendre une photo à un moment donné avec ce genre d'outil, alors que là, déjà, il n'y a pas de notion de photo dans le sens où on a un type a priori à vie. On ne peut pas changer de type dans sa vie. Par contre, bien sûr, le fait d'avoir un type ne nous met pas ne nous colle pas une étiquette. Et bien évidemment, on évolue. Et donc, justement, l'énéagramme, il est là déjà pour nous aider à prendre du recul sur ce fameux type qui en fait va être un peu notre comportement, on va dire, un petit peu automatique, et va nous donner des pistes, on va dire, pour se transformer en fonction de notre type. Vous m'interrompez sans souci, hein, s'il y a des questions. C'est OK pour l'instant? Par contre, Jean-Pierre, vous serait-il possible d'appuyer sur le petit icône en bas diaporama pour mettre le slide en plein écran? Tout à fait, je vais le faire. Merci. Voilà, c'est mieux? C'est mieux là? Super. Okay. Merci. Je t'en prie. Donc, 9 structures de personnalité, on appelle ça les types. Hein. Et en fait, chaque type va décrire donc un ensemble de caractéristiques, hein, avec, par exemple, j'en ai cité quelques-unes, mais ce n'est pas exhaustif. La stratégie de survie, en fait, la motivation profonde. En fait, qu'est-ce qui est la motivation profonde? La compulsion, c'est-à-dire ce qu'on cherche à éviter. Le travers principal et le plus grand potentiel, parce qu'en fait, les deux sont liés. Alors, on peut appeler ça, selon le vocabulaire, on va dire, plus du chrétien, hein, la passion et la vertu. Comme quand je fais référence aux 7 péchés capitaux, on va retrouver ce vocabulaire. En fait, on peut le dire sous la forme l'excès et le pendant positif. Sachant qu'effectivement, on a potentiellement le positif de notre négatif. Finalement, c'est en transmutant cet aspect-là qu'on va pouvoir développer donc la vertu associée à la passion. Ça va définir aussi une façon de focaliser notre attention, et je ne vais pas vous apprendre, il y a une majorité de coachs, que chacun donc, a des lunettes qui lui fait filtrer la réalité et qui lui fait focaliser son attention d'une certaine façon. Mais si on focalise l'attention d'une certaine façon, c'est justement lié à cette fameuse motivation profonde, à ce qu'on cherche à éviter. Enfin, tout est lié dans cette histoire. Donc voilà. Donc, tout un ensemble de caractéristiques. Alors bon, faut voir ça plutôt au niveau des motivations et de toutes ces caractéristiques, plutôt que simplement, je dirais, au niveau des comportements. C'est-à-dire, on va plus parler, hein, de la partie immergée, hein, de l'iceberg, plutôt que les comportements et les actions qu'on pourrait dire de la partie émergée. Pourquoi? Parce qu'en fait, un même comportement peut provenir de motivations différentes. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas toujours évident de trouver le type d'une personne, parce qu'on peut avoir un comportement, mais comme je l'ai dit, dû à des motivations très différentes. Et en fait, l'énéagramme, il traite plus des motivations
même si derrière, ça induit des comportements on va dire, simplement le comportement. Donc après, bon, alors là, on a le petit schéma un peu classique, hein, on a développé un mécanisme de défense après, on va dire, une perception qu'on a pu avoir au premier âge, qui a induit des croyances et des valeurs, bon, qui nous fait avoir voilà, certaines pensées, émotions, préférentiellement, et donc certains comportements et actions. Si je prends un exemple sur les 9 types, alors enfin, ça n'est qu'un exemple, hein, c'est pas du tout, il ne s'agit pas de voir ça, prendre ça à la lettre, mais ce qui pourrait arriver si, par exemple, on a besoin de faire le cadeau de la fête des mères, bah, ce qui pourrait arriver, c'est que voilà le genre de pensée qui pourrait y avoir selon le type. Autrement dit, voilà, si j'ai le type 9, je me dirais, ah, bah, j'ai le temps, hein, bah, je vais prendre le temps pour réfléchir. Si j'ai le type 1, je pourrais me dire, je dois trouver un cadeau, il faut absolument que je trouve un cadeau. Voilà, le 2, ça serait bien de trouver quelque chose donc, qui rende service. Le 3, je chercherais plutôt quelque chose de pratique. Le 4 aurait envie de trouver quelque chose d'original. Quelqu'un de type 5 va plutôt réfléchir lucidement à la question. Le 6 va être plus dans la méfiance de se dire il ne faudrait pas que je lui offre quelque chose qu'elle a déjà. Voilà, le 7, quelque chose de nouveau. Et le type 8, voilà, il faut décider tout de suite de faire quelque chose. Vous voyez, c'est le genre de pensée qui pourrait surgir selon son type. OK ? Alors, je vais prendre un exemple. Je vais détailler un petit peu sur un type, ce que ça peut donner. Je prends par exemple le type 1 qu'on appelle la dominante perfectionniste. Alors là, je dirais, les mots sont réducteurs, bien évidemment. Donc, perfectionniste, voilà, c'est le mot qu'on utilise, mais bien sûr, ça va bien au-delà d'un mot. Donc, mais forcément, ça dit quand même une tendance. Et la tendance, donc, c'est quoi? C'est que la croyance un petit peu qui s'est créée, c'est le monde punit les mauvaises attitudes et la spontanéité. Donc, je vais tendre vers la perfection parce que c'est ça, en gros, qui va faire que je vais être aimé. Hein. On est tous au même... toujours le besoin d'être aimé qui se traduit par une croyance, en fait, qui est, dans ce cas-là, c'est parce que tout va être fait de façon parfaite que je vais pouvoir acquérir cet amour. Et donc, je vais toujours veiller à être correct, à respecter les règles, à réprimer ma colère parce que j'estime que c'est pas bien de se mettre en colère, à contrôler mes réactions. Voilà, de façon schématique. Ça veut dire quoi? Si on détaille un petit peu, ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque type, c'est un peu comme s'il avait perdu de vue un principe fondamental, une espèce de vérité, une vérité fondamentale. Quand je dis perdu de vue, c'est pas uniquement, bien sûr, intellectuel. Hein. C'est pas que, oui, je sais pas intellectuellement que chacun de nous est unique, parfait. Au fond, c'est vraiment viscéral. Enfin, c'est une compréhension de toutes nos cellules, en fait. Donc, voilà, il y a quelque chose de fondamental qui a été perdu de vue. Donc, dans le cas du type 1, c'est ça, c'est le fait en fait, que l'être humain est de façon, on va dire, fondamentale, est parfait, en fait. C'est-à-dire en tant que, on pourrait appeler ça un être spirituel, il est déjà parfait. Intrinsèquement, voilà. Et donc, ayant perdu de vue ce principe-là, on l'a remplacé, donc là, par une croyance qui est pour être accepté, puisque je crois que je ne suis pas parfait, il faut toujours travailler à l'être, à réussir à combler ce manque de perfection. Donc, bien me conduire
pour être accepté, pour être estimé. Donc, je vais me montrer responsable, exigeant, réprimer ma colère, parce qu'en fait, je vais sentir toujours une espèce d'imperfection, donc ça va un petit peu m'énerver, et donc il y aura une colère un petit peu sous-jacente, mais que je vais réprimer parce que justement, je sais que c'est pas bien de me mettre en colère, puisque j'estime que c'est pas bien. Et donc voilà, l'attitude sur ce qui est bien et mal, le respect des règles, l'exactitude. Ça va, donc ça c'est l'attention. Donc typiquement, on va être attentif quand on rentre dans une pièce à ce qui ne va pas. Alors après, ça se détaille selon, il y a d'autres notions qui vont préciser vers où plus précisément va notre attention. Ça peut être sur les aspects matériels, mais ça peut être aussi sur le fait, par exemple, qu'une personne ne respecte pas les règles dans une équipe, ou ça peut être dans une relation avec une personne, dans le fait qu'elle est en retard, elle ne respecte pas l'heure, etc. Donc ça peut se jouer sur différents créneaux, mais l'idée c'est toujours de porter son attention sur ça, ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, on va mettre toute l'énergie à faire les choses correctement, avoir des exigences élevées, à réprimer ses besoins personnels, parce que ce qui compte, c'est quand même la qualité de ce qu'on fait. Donc, derrière, ça donne des qualités d'intégrité, de responsabilité, toujours le désir de s'améliorer, de faire des efforts. Et puis, ça donne aussi qu'est-ce qui va me mettre en colère, qu'est-ce qui va appuyer sur le bouton, puisque justement, c'est le truc que j'ai du mal à accepter. Donc, c'est les gens qui sont un peu désinvoltes, qui ne respectent pas les règles, ne font pas correctement, et des colères du genre plutôt ressentiment, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas trop, disons, la colère, ça va être plutôt de cet ordre-là. Donc voilà, c'est un exemple qui n'est pas exhaustif, mais qui montre que, voilà, comment on peut décliner un petit peu les différents attributs associés à un type. Dans ce cas-là, la passion et la vertu sont la colère et la sérénité. Donc le chemin, en gros, de transformation de cette colère en sérénité sera un peu le chemin, typiquement pour une personne de ce type-là. Et dans le cas donc de la névrose, à l'extrême en DSM, ça correspondrait à la névrose obsessionnelle. Alors après, comme je l'ai dit, l'énéagramme ne se contente pas de vous aider à voir en fait tous ces attributs en fonction donc du type, mais donne aussi des clés pour évoluer, des choses à développer, des chemins possibles de développement. Et parmi les chemins, il y en a de façon privilégiée, je dirais. Alors vous avez vu les flèches dans le symbole de l'énéagramme, il y a des flèches qui lient les types. Et en fait, si on reprend le type 1, je vous le montre là-dessus, vous voyez, il est lié par une flèche, par un trait, mais en fait, ça peut être vu comme une flèche aussi, au 7 et au 4. D'accord ? Il est lié à deux types qui sont le 7 et le 4. Et en fait, ça va correspondre typiquement à des outils qui permettent une dynamique d'évolution. À savoir, le 4, c'est ce qu'on appelle plutôt l'artiste ou le romantique. Et le 7, c'est l'épicurien, qui plus orienté sur les plaisirs. Donc, en fait, ce sont les flèches, ça correspond à potentiellement, je dirais, tout être humain étant humain, on va dire, peut avoir accès à tous les comportements. Donc, vous pouvez dire, bah oui, potentiellement, on peut ressentir un peu d'être de tous les types. Mais quand on a un type, en fait, il correspond vraiment à ce qui est le plus profond en nous, et les flèches correspondent, disons, à ce qui est le plus accessible et ce qui va nous aider à évoluer par rapport à notre type. Donc, dans le cas du 1, ça serait en fait de se connecter au plaisir et retrouver le côté artiste pour sortir un peu de cette raideur, on va dire, que peut imposer le désir du perfectionnisme. Donc voilà, c'est essayer de recontacter ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques?
Moi, j'ai bien envie d'ajouter quelque chose, Jean-Pierre, parce que je Oui, suis assez, je suis tu connais bien. comme je connais bien le type 1, c'est vraiment passer du principe de travail au principe de plaisir. Voilà, parce que en base 1, c'est toujours le travail avant le plaisir et c'est comment agrémenter voilà, le plaisir dans notre vie au quotidien. Et il y a un vrai travail sur le corps aussi, parce que souvent la base 1 est assez raide. Donc, c'est comment faire en sorte de pratiquer, que ce soit de la danse, du mouvement, du yoga, des choses comme ça, pour justement enlever toutes ces rigidités dans le corps. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Je ne sais Merci pas de s'il y en a relancer. d'autres qui sont reconnus dans ce type, mais voilà. Alors après, comme je l'ai dit, bon, toi, tu as fait aussi la formation, donc tu connais ton type, mais comme je l'ai dit, trouver son type, c'est pas c'est pas si évident que ça. Et comme je vais rapidement vous montrer un peu tous les types, et on peut facilement se reconnaître en se disant ah bah oui, j'ai ce type-là, ah puis non, j'ai aussi ce type-là, et finalement, ça demande quand même un minimum de temps. Je vous expliquerai un petit peu comment on peut faire, mais c'est pas aussi évident. Donc, une vue possible, hein, parce qu'il y a plusieurs vues, mais c'est la vue passion-vertu. Voilà ce que donne la vue passion-vertu par rapport aux 9 types. Donc, le 1, comme je viens de le dire, colère, sérénité. Le 2, ça va être l'orgueil et l'humilité. Le 3, mensonge, authenticité. Le 4, voilà, envie, équanimité. Avarice, détachement, vous voyez. Alors, on va retrouver effectivement les péchés capitaux et 2 autres en plus. Et donc, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'à chaque type, il y a 2 flèches qui partent et qui correspondent donc à des types d'accès plus faciles, on va dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a un type qu'il nous est interdit de ressentir évidemment des choses relatives à d'autres types. Mais disons que ceux qui vont être d'accès plus facile, ce sont les deux flèches. Alors, je balaye rapidement ce que ça peut donner. Par exemple, donc sur le type perfectionniste, en mettant en évidence pour chacun quelle peut être la peur, on va dire fondamentale, et ce que ça va valoriser. Donc, par le perfectionniste, j'ai déjà dit, commettre une erreur, c'est la peur de base, et donc valoriser le travail bien fait, la discipline, le respect des règles, et en lien avec, comme je l'ai dit, l'épicurien, le romantique, type 7 et 4. Le 2, altruiste, la peur, c'est de ne pas être aimé. Et du coup, l'altruiste, il va valoriser le besoin des autres, plaire, séduire, rendre service. Donc, c'est la personne qui va avoir, comment dire, toujours être consciente des besoins des autres, même avant les siens. Et donc, poussée à l'extrême, elle va vous dire ce que vous devez faire, en fait, parce qu'elle va tellement bien savoir pour vous qu'elle va croire qu'elle sait mieux que vous. Donc ça, c'est un petit peu le côté extrême de l'altruiste. Mais alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière, il y a le fait qu'elle va penser que c'est parce qu'elle va vous aider ou rendre service qu'en retour, elle va être aimée. Derrière, c'est toujours un petit peu ça qui est recherché. C'est juste une façon différente d'arriver à toujours à cette recherche d'amour. Le battant, alors lui, ça va être plutôt la peur, c'est l'échec. Donc, tout ce qui est réussite, efficacité, image, apparence, c'est ça qui est valorisé. Pourquoi? Parce que lui, sa croyance de base, en fait, c'est plutôt du genre, c'est ce que je fais, en fait, qui va faire quand même. Autrement dit, justement, le battant, il va plutôt se définir par ce qu'il fait plutôt que par ce qu'il… Tout à l'heure, quand je vous disais comment vous vous définissez, c'est un côté où ce qui compte, c'est la réalisation. Donc, forcément, il va s'identifier à ce qu'il fait. Et du coup, s'il y a des échecs, il va en souffrir d'autant plus. Confère les gens qui vont, on va dire, s'identifier à leur travail. Et puis, quand ils perdent leur travail,
se sentent complètement désemparés. Ça peut être typiquement le genre d'attitude de ce type-là, qui va valoriser donc la réussite. Et donc lui, c'est voilà, la croyance à l'origine, c'est ce que je fais qui va faire que je vais être aimé. C'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais, ma réalisation. Le romantique, donc lui, à l'origine, c'est plus l'abandon, la peur, et donc il va rechercher tout le temps à se sentir un petit peu unique, qui a besoin d'émotions, de sentiments, d'originalité, et tendance à la mélancolie, à croire que c'était mieux avant, que ça sera mieux demain, mais difficile à être dans le présent. Alors, et donc lui, bon voilà, avec les flèches qui sont là, je ne rentre pas dans ce détail-là, je balaye rapidement un petit peu pour vous montrer un exemple. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais ça montre quand même une peur, on va dire, fondamentale, et derrière, ce que ça implique. Parce que forcément, il y a toujours les deux faces de la pièce. On a les défauts de ses qualités, comme on dit réciproquement. Forcément, notre peur va nous faire développer, en fait, comme je le disais, ça va générer une façon d'avoir une attente, de focaliser son attention, et donc forcément, on va développer les qualités relatives à ça. Donc, par exemple, là, la peur, c'est d'être envahi. Donc, lui, ça va être de protéger l'observateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être plutôt, comme le nom l'indique, à observer le monde, parce qu'il veut protéger son espace vital, donc privilégier le côté réflexion, analyse, compréhension des choses pour éviter, en fait, c'est une façon pour lui de se protéger plutôt que de rentrer en contact, en fait, dans la relation, donc de garder la distance et de l'appréhender intellectuellement. Mais ça va effectivement impliquer donc forcément des gens qui sont très, comment dire, souvent développent le côté intellectuel, le côté réflexion, le sang-froid, l'indépendance. Donc toujours, comme j'ai dit, les deux côtés. Le 6, donc ça va être la peur d'être trahi, des gens qui vont se méfier, la méfiance va être importante. Toujours vérifier, faire l'avocat du diable. Voilà. Mais, donc, besoin de sécurité. À l'inverse, ils peuvent devenir très loyaux une fois qu'ils sont en confiance, passer d'une extrême à l'autre, donc de méfiance à loyauté 100%. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le loyal. Enfin, les noms, comme je vous ai dit, selon les livres, des fois, ça varie un petit peu. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a derrière, en fait. Donc, l'épicurien, lui, c'est la peur d'être enfermé, de ne pas pouvoir goûter à plein de trucs. Donc, voilà, le plaisir, la nouveauté, faire plein de trucs, avoir plusieurs options, commencer toujours des nouvelles choses. Mais par contre, dès que ça devient routinier, bon, c'est moins rigolo. Le chef, oui, c'est une façon de le nommer. Lui, c'est important qu'il ne montre pas de vulnérabilité, peur d'apparaître faible, donc valoriser la puissance, la force. Il va exprimer sa colère, des positions tout ou rien, comment dire, être aussi le garant de la justice, faire la justice. Souvent des leaders, des gens qui ont une présence forte. Voilà. Allez, pas fini, le 9. Le 9, lui, c'est la peur du conflit. Donc, il va faire en sorte d'éviter ça. Typiquement en s'adaptant. Je connais bien puisque j'ai le type 9. Donc, en fait, facilité à s'adapter à tous les contextes.
en recherche d'harmonie, voilà, de faire en sorte d'écouter tous les points de vue. Le point fort, ça va être d'être capable de prendre en compte et d'écouter tous les points de vue. Mais enfin, le point faible, du coup, ça va être difficulté à se positionner, à savoir ce qu'on veut, à dire non. Et puis, peut avoir une certaine paresse, comme j'ai dit, c'était dans on va dire la passion de ce type-là. Donc on va dire, manquer d'action, enfin de rentrer dans l'action. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? J'observe qu'il y a des flèches avec un centre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sens des flèches? Le sens des flèches. Alors, il faut voir que l'énéagramme, je n'ai pas trop insisté là, quand j'ai dit historiquement, donc il y a eu, comme je dis, c'est venu de plusieurs traditions, il y avait le côté aussi Pythagore, les mystiques, et puis après, il y a eu toute une période où il n'y avait pas que quelques initiés, on ne trouve rien là-dessus sur l'énéagramme, et il est réapparu au début du XXe siècle avec Gurdjieff. Et puis après, c'est apparu en Bolivie, aux États-Unis. Et je dis ça pour dire que les flèches, typiquement, c'est quelque chose qui a été rajouté, alors je ne sais plus par qui, je crois que c'est Naranjo, enfin ça n'était pas dans la figure initiale. C'est pas une vérité absolue, mais disons que c'est une tendance, à savoir que ça dit que quand on a un type, par exemple là, si on a le type 3, eh bien, la flèche indique le comportement qu'on peut avoir plutôt quand on est en mode stress. C'est-à-dire qu'en mode stress va être plutôt dans on va dire, les défauts du médiateur. Et quand on va dans le sens inverse de la flèche, c'est en mode plutôt détendu. On va se retrouver dans le cas du loyal. Donc moi, si je prends par exemple moi le médiateur, c'est en mode quand je vais être très détendu, cool, sûr de moi, je vais, et c'est vrai, être capable d'être efficace, de faire des tas de trucs, d'être très efficace. Et en mode stress, ben là, je vais être très méfiant, avoir peur, etc. D'accord? Donc voilà, la flèche, mais encore une fois, c'est pas à prendre, j'ai lu plusieurs bouquins là-dessus, enfin, en gros, ils disent, voilà, 70%, vrai à 70%. Je ne sais pas si j'ai répondu. Qui est-ce qui m'a posé la question? C'était moi. Merci beaucoup. Si tu veux, comme je l'ai dit, ce n'était pas dans l'énéagramme d'origine, c'est arrivé tardivement, donc au XXe siècle. Je ne dis pas pour ça que c'est pas, comment dire, c'est pas pour dire que c'est pas juste, mais ça peut-être pas enfin, il faut peut-être pas être trop systématique sur ça, disons. Hein, c'est une tendance, comme j'ai dit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Peut-être simplement, je voulais dire aussi, si on revient sur... attends, je vais revenir peut-être là-dessus. C'est important quand même ce côté-là. Comme je vous dis, il y a énormément en fait, d'informations dans ce... Là, je vous fais un rapide survol, hein, qui est 40. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que sur cette décomposition en 9 types, en fait, il y a 3 x 3 et qui correspondent aux 3 centres, à savoir 8, 9, 1 correspond au centre instinctif, 2, 3, 4 émotionnel et 5, 6, 7 mental. Hein, comme vous savez sans doute, hein, on a ces 3 centres-là, le mental, l'émotionnel et l'instinctif. Et donc les types en fait se catégorisent par ces 3 centres, ce qui veut dire qu'il y a pour chacun, donc pour le 8, 9, 1, c'est plus l'instinctif qui va être privilégié, pour le 2, 3, 4, l'émotionnel, et pour le 5, 6, 7, le mental.
Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, on a tous les trois centres, on est d'accord. Hein, c'est comme je disais tout à l'heure, on a tous un peu de tout. Mais il n'empêche que quand on est en 8-9-1, eh bien, c'est plus ça qui va être notre façon de réagir au monde, c'est le côté instinctif. Encore une fois, 2, 3, 4 émotionnel, 5, 6, 7 mental. Et puis, à chaque fois, il va y avoir finalement trois grandes façons de faire, à savoir, soit on est dans l'expression, soit on est dans le refoulement, soit on est dans le contrôle. Et si on prend 8-9-1, on va avoir le 8 qui va être dans l'expression de la colère, c'est-à-dire que ces gens qui vont se mettre facilement en colère. Le 9, il va être dans le refoulement de la colère, il ne s'aperçoit même pas qu'il est en colère, le 9, parce que c'est tellement refoulé qu'avant que ça ressorte. Et le 1, il va être dans le contrôle de la colère. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un côté un peu, je sais que ce n'est pas bien, donc je me contrôle. Après, pareil, 2, 3, 4, là, le sentiment, enfin, l'émotion, c'est la tristesse. Hein. En instinctif, c'est la colère. On va dire l'émotion brute, c'est la colère. Là, c'est la tristesse. Et en 5, 6, 7, c'est la peur dans le mental. Donc, en 2, 3, 4, au niveau donc, émotionnel, la colère, elle va être, dans le cas du 2, elle va être refoulée. Pardon, la tristesse, elle va être refoulée. Il ne sait même pas qu'au fond de lui, il a cette tristesse. Le 3, il va la contrôler. Et le 4, il va l'exprimer. Il va être dans la mélancolie, dans l'expression de cette tristesse. Et pareil, 5, 6, 7, le 5 va être dans le contrôle de la peur, le 6 dans l'expression de la peur, ça va se voir en fait sur le 6, et le 7, ça va être refoulé. Le 7, on ne va pas du tout voir qu'il a la peur, justement, il va au contraire montrer beaucoup de positif, le 7 va être très optimiste, va être toujours guiré et tout. En fait, la peur est refoulée dans le cas du 7. Donc c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les trois centres privilégiés, par donc 3 types par centre, et avec à chaque fois 3 façons en fait de, on va dire, de traiter comment on appelle ça, l'émotion, oui, l'émotion, pardon, relative. Hein, donc quand c'est l'instinctif, c'est la colère, quand c'est l'émotionnel, c'est la tristesse, et quand c'est le mental, c'est la peur. Et à chaque fois, donc, comment on la traite, comment on traite cette émotion. Et bien sûr, comme je l'ai dit, ça, je pars du négatif, entre guillemets, et derrière, il y a un côté de transmutation, justement, qui est propre à chaque type. Je reviens sur la fin, là. Où on était. Il nous reste un quart d'heure. Donc, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est un outil de connaissance de soi, comme je l'ai dit, et des autres, de fait. Déjà, en fait, quand on fait le stage, typiquement sur l'énéagramme, je trouve que une des choses que ça apprend, déjà, c'est de voir qu'effectivement, on comprend que les autres peuvent avoir des points de vue différents, et rien que ça, je trouve que c'est, en soi, c'est déjà super, quoi, de voir ça, de voir qu'il y a 9, finalement, visions. Et c'est ça qui est remarquable, c'est pourquoi il n'y en a pas 10, pourquoi il n'y en a pas 8? Non, il y en a 9, et ça s'avère assez juste. En fait, ça permet donc plus de conscience, parce que déjà, le fait de mettre un nom, d'identifier, de mettre, vous le savez, hein, vous êtes coach, le fait de nommer et de nommer précisément et justement ce qui est, en soi, déjà, c'est déjà un peu libérateur. Et après, ça permet donc un recul et, je dirais, une possibilité d'évoluer vers plus de liberté. Hein, ça reste après du choix de chacun, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de se forcer la main non plus. Alors, par rapport à ça, comment on fait pour trouver son type? Alors, en plus, comme je vous l'ai dit, l'outil est très riche. Il y a le type, il y a aussi la notion de sous-type, bon, que je ne vais peut-être pas détailler ici. Hein.
Mais ce travail-là, je dirais, il y a deux façons. Enfin, il y a deux façons qui ne marchent pas ou pas, qui ne sont pas géniales. C'est-à-dire le faire seul. Typiquement, vous allez sur Internet et puis vous remplissez un questionnaire. Le questionnaire, il ne va pas voir le non-verbal. Il ne va pas voir comment vous réagissez par rapport à une question. Et puis, alors, après, je ne dis pas, ça peut marcher aussi, hein, mais bon, ce n'est pas idéal de le faire tout seul. En plus, ben, comme vous le savez, on n'est pas toujours très lucide sur soi-même. On peut se leurrer entre, comme je l'ai dit au début, qui on est et qui on croit qu'on est ou qui on voudrait être. Voilà, on peut se leurrer. Après, l'autre écueil, c'est dans l'autre sens. C'est ce qui est toujours dit dans l'énéagramme, c'est de ne pas énoncer à quelqu'un son type, de ne pas dire « Ah ben toi, tu as, ouais, toi, t'as le type 8, toi. Hein. » C'est le genre de truc à ne pas faire parce que, en fait, ça n'a de sens que si la personne est intéressée à trouver son type. Et si elle y est intéressée, ben, comme vous le savez, hein, c'est le principe du coaching, ça doit être une découverte de la personne. Et ben, elle a besoin pour cela, donc typiquement, ça se fait par un entretien, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'un regard extérieur. Et donc, ça ne peut pas être, je dirais, ou difficilement être fait seul. Ça ne peut pas être énoncé de l'extérieur, mais c'est plus un travail collaboratif. En tout cas, moi, je le propose comme ça, et c'est comme ça que je l'ai fait, et que, voilà, que c'est enseigné dans la formation que j'ai faite. C'est-à-dire, on a un questionnaire type qu'on va dérouler donc sur à peu près 1 heure avec la personne. À l'issue de ce questionnaire, en ayant pris en compte, comme je vous l'ai dit, il y a le non-verbal, enfin, il n'y a pas que les réponses qui vont… Et puis, selon les réponses, on va creuser plus ou moins. À l'issue de ce questionnaire, la personne qui fait le questionnaire va soumettre à la personne qui cherche son type, donc 3 ou 4 types, c'est-à-dire qu'on va enlever, écarter donc 6 ou 5 types, et en lui disant, voilà, on se retrouve dans 15 jours, allez lire, donc je donne quelque chose à lire relative à chaque type, et puis on revient, et après on se revoit, et la personne a cheminé, elle pense être d'un type, elle hésite, etc. Enfin bon, il y a d'autres façons après de converger, et on finit normalement comme ça par trouver le type. Après, comme je l'ai dit, des fois ça peut être assez entre guillemets évident pour certaines personnes, et pour d'autres très difficile. Moi, je sais qu'à la formation que j'ai faite, au bout d'1 an, la personne n'était toujours pas sûre de son type. Donc, vous voyez, c'est variable. Donc voilà, moi, ce que je propose, pour aller plus loin, hein, je propose une formation d'1 jour. Pourquoi 1 jour? Alors que je vous dis, ça peut durer, moi j'ai fait des trucs de 270 heures, mais comme je dis, c'est sans fin l'énéagramme, on peut y passer beaucoup de temps. Je pense que ce qui compte, c'est d'avoir une vision un peu globale, et après, si on veut approfondir, il y a plein de livres, etc., hein, ou alors faire la formation complète. Et après, je pense que ce qui est intéressant, donc, c'est d'identifier son type, et pour ça, c'est ce que je vous ai dit. Je propose cette séance donc, qui fait à peu près 1 heure, avec, on se revoit 15 jours après, la personne a lu, et puis on rediscute et on converge. Et puis après, une fois qu'on a son type, j'allais dire, qu'est-ce qu'on fait après? Ce qui peut être intéressant derrière, c'est des accompagnements en coaching pour cheminer en fonction de ce que la personne souhaite, disons. Voilà, voilà. Oups là, excusez-moi, j'ai le téléphone. Alors, est-ce que vous avez des questions? On est à moins 10, on a encore 10 minutes. Est-ce que tu nous transmets ton support? Oui, 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 je vous enverrai le PDF, pas de problème. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça vous inspire? Alors, oui, je vois des questions dans le chat. Quels sont les livres de référence sur l'énéagramme? Alors,
Bon, il y en a pas mal. Alors, je dirais qu'il y a. Alors, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si je ne me vois pas là. Il y a celui-ci, donc, qui est l'ABC de l'énéagramme, hein, de Éric Salmon, qui est très bien, c'est-à-dire qu'il est vraiment facile à lire, complet, pratique. Voilà, ça a une bonne vue globale. Alors après. J'avais une question à poser sur les émotions. Oui. Donc en fait, chaque type, donc soit refoule, soit contrôle, soit exprime une émotion à laquelle il est particulièrement lié. Enfin, mais du coup, on aurait tendance à dire que l'expression serait la façon la meilleure finalement de gérer une émotion plutôt que de la refouler ou de la contrôler. Mais j'imagine que non, que c'est pas si Non, simple. c'est pas aussi simple que ça. Parce que l'expression, comme je te dis, par exemple, si je prends le 8 qui exprime la colère, c'est pas une expression dont il est maître. C'est-à-dire qu'il va se mettre en colère, après, il va plus pas être content de s'être mis en colère, si tu veux. L'idéal, entre guillemets, ça serait d'être maître de ses émotions, enfin, de ne pas en être l'esclave. Tu vois, c'est pas une histoire de celui qui exprime c'est bien, celui qui exprime ou par exemple le 4 romantique, il va exprimer la tristesse, mais il va tomber facilement dans la mélancolie et c'est pas le but, c'est pas, tu vois, c'est pas aussi simple que de dire il suffit d'exprimer. En fait, l'idée c'est plus est-ce qu'on est maître ou est-ce qu'on est esclave? Est-ce qu'on est esclave de ses émotions, que ce soit dans l'expression, dans le refoulement ou dans le contrôle, en fait. Tu vois. Okay. Juste, je voulais terminer, j'étais en train de dire les livres. Il y en a un autre qui est bien aussi, c'est trouver son type et savoir quoi en faire, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, une fois qu'on a son type, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas une photo, l'énéagramme, c'est plus un outil à viser de transformation, si on veut, d'évolution. Donc là, l'intérêt de ce livre, c'est qu'il propose des exercices, il propose des pistes, voilà, en fonction de son titre. Et puis après, il y a des titres qui sont, on va dire, plus, entre guillemets, spirituels, hein, qu'on va voir les 9 visages de l'âme, les titres, voilà, il y a d'autres livres. Mais bon, les deux plus que je recommanderais seraient ces deux-là à ce moment-là. Vous voyez, celui sur l'énéagramme, qui est basique, et puis celui sur trouver son type et savoir quoi en faire. Je pourrais comme je vous enverrai le PDF, je vous mettrai la référence des deux livres si vous voulez. En fait, c'est ce que vous utilisez, j'imagine, pour votre métier de coach. Alors, c'est un outil. Il y en a d'autres. Hein, vous connaissez sans doute plein. Enfin, il y a plein d'outils en coaching. Hein, PNL, systémique, AT, etc. Celui-ci, je trouve qu'il est adapté si on fait un coaching de vie, typiquement. Ouais. La personne va vouloir prendre du recul, se poser des questions. Et là, c'est vrai que ça serait dommage quelque part. Cet outil va permettre d'aller plus vite, en fait, parce que c'est ça qui est, je trouve, hyper puissant, quoi. C'est que il va mettre le doigt tout de suite sur des choses très profondes de la personne que des fois elle-même n'aura peut-être pas vues. Enfin, oui, souvent d'ailleurs. Donc oui, plutôt ça, plutôt ce genre de coaching. Est-ce que vous avez fait entre parenthèses, des comparaisons avec d'autres outils comme l'analyse transactionnelle, la PNL, peut-être pas la PNL, parce que là, je pense que l'analyse transactionnelle, par exemple, avec la ProcessCom, peut-être, est-ce que vous avez déjà… Pour moi, ce n'est pas du même ordre. Hein. Par exemple, Ouais. la PNL, l'AT, tout ça, c'est d'autres choses qui, à ma connaissance, ne font pas de diagnostic.
diagnostic comme ça de classification. Par contre, ça serait peut-être plus à mettre en comparaison avec le MBTI. Vous connaissez peut-être le MBTI. Oui, je connais, je l'avais fait, oui. J'avais déterminé mon type MBTI. Voilà, il y a ça. Il y a, après, je ne connais pas très bien celui qui dit travail Oman, etc., qui classifie comme ça, je ne sais pas si c'est Processcom ou… Processcom. Il y a DISC aussi, je crois. Voilà, ça, c'est des outils qui vont certes aider, donner une sorte de photo. Mais par exemple, je sais qu'en MBTI, moi, je l'ai fait 2 fois et entre quand j'étais jeune et puis maintenant, je n'ai pas exactement la même chose. Il y a un truc qui a changé sûrement. Alors qu'en énéagramme, en fait, on a un type à vie, en fait. C'est ça qui est, pour moi, assez remarquable. Hein. C'est que ouais, ça ne change pas, notre motivation profonde ne va pas changer, en fait. Et je vois que Caroline a écrit, c'est vraiment un outil spirituel d'évolution de soi. Oui. Alors, il y a un côté, comme je l'ai dit, hein, le lien avec l'origine, comme je l'ai expliqué, qui remonte à… il y a plein de traditions et plein de religions, de spiritualités qui font référence. Et le livre dont je vous ai parlé, par exemple, va aller voir, je ne sais pas si vous le voyez là, je suis en face du truc, oui, là. Les 9 visages de l'âme. Oui. De l'âme. En fait, comme je l'ai dit un petit peu à un moment, c'est un peu comme si chaque type avait perdu la connaissance d'une espèce de vérité profonde. Et donc, on va retrouver une vérité associée à chaque type, en fait, qui a été oubliée. En fait, si je comprends bien, c'est un retour vers son soi authentique, qui on l'est en origine, c'est ça? Oui. Donc, effectivement, il y a une dimension spirituelle, hein, c'est tout à fait. Alors, je suis en train de regarder donc les commentaires. Y a-t-il des liens, des influences du nombre +1, 6, 1? J'ai fait une erreur de frappe. C'est par exemple, si on est profil 2, y a-t-il des liens ou des passerelles avec le profil 1 et le profil 3? On a parlé de flèches qui vont de l'autre côté, mais est-ce que ceux qui sont le profil juste au-dessus ou juste en dessous? Alors, oui, alors là, je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, il y a les flèches principalement, comme j'ai dit. Donc, dans le cas si on est donc là, si on était quel type? 4 ou 2? Tu as dit? Je ne t'entends pas. N'importe lequel, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a une influence de celui qui est à côté ou dessous? Et si tu prends par exemple le 4, comme je vous l'ai montré, il était relié par les flèches au 1 et au 2. Okay, donc, ça veut dire que c'est des voies de développement pour le 4. Mais effectivement, il n'y a pas que les flèches qui sont des voies de développement, il y a aussi ce qu'on appelle les ailes. Et les ailes, ce sont les 2 types à côté du type en question. Donc, le 4, il est entre le 5 et le 3. Ça veut dire que le 4, typiquement, il peut aussi avoir à accéder à ces 2 choses-là, on va dire de façon privilégiée. Encore une fois, normalement, encore une fois, le but, c'est un petit peu de sortir des modes automatiques, de sortir du côté, ce dont on est un peu l'esclave. Donc, pour idéalement avoir accès à toutes les palettes de comportements possibles, cela étant, il y a quand même, on va dire de façon plus facile et privilégiée, les flèches et les ailes. Ok, merci. Merci. Donc, que signifie d'en arrêter? Oui, outil spirituel, oui, tout à fait. Du coup, si on suit la formation, est-ce que ça va vraiment être un outil pour nous en tant que coach, mais est-ce que de par le fait qu'on suive cette formation, après on sera à même de nous pouvoir se servir de cet outil pour nous coacher, ou est-ce qu'il faut pousser plus Bonne question. C'est difficile de répondre parce que si je disais oui tout de suite, ça voudrait dire qu'en un jour, je peux donner l'équivalent de ce que moi j'ai dû faire en 1 an et demi. Donc forcément, on n'a pas le même niveau de connaissance.
Après, enfin, je veux dire, si on lit beaucoup, si on s'y intéresse, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser non plus. Maintenant, disons, pour faire les choses dans les règles de l'art, c'est mieux d'avoir fait le cursus complet, bien sûr. Donc, j'ai du mal à répondre à cette question, c'est vrai. Désolé. Non, mais c'est pas grave. On a vu qu'il y avait 3 émotions de base qui influaient sur le comportement, la peur, la tristesse et puis la colère. C'est Les lié autres- aux trois centres. L'instinctif, c'est la colère, l'émotionnel, la tristesse, et le mental, la peur. Les trois Donc- centres, chacun a son, on va dire, l'émotion brute, on va dire, à travailler, oui. Est-ce que les autres émotions, du coup, les autres émotions de ces 3-là n'ont pas une influence directe sur nos comportements? Bah, enfin, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que les autres émotions, à mon avis, c'est plus des précisions, des raffinements. Mais ça, c'est les 3 grosses, si tu veux, les 3 qui sont les plus importantes, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire que tu vas pouvoir attacher, je ne sais pas, tu sais, il y a des fois des listes d'émotions là qu'on peut trouver sur Internet ou quoi. Mais à ce moment-là, je pense que tu vas pouvoir rattacher dans la catégorie plutôt relative à la colère, qui va se décliner sous différentes façons, tu vois. Catégorie tristesse qui va se décliner avec plus de précision, et peur. Mais tu vas retrouver les 3 centres, c'est-à-dire toutes les émotions plutôt instinctives, plutôt émotionnelles et plutôt mentales. Plutôt, voilà, côté instinct, cœur et mental, quoi. Après, le détail, oui, il faudrait prendre une liste pour... Mais je pense que c'est les 3 Bah, ça fait principales. partie des 4, ça fait partie des 4 émotions primaires, en fait, sans compter la joie. Alors voilà, ben, écoute, c'est quoi alors les 4 primaires, tu disais? Et ben, c'est peur, tristesse, colère et joie. Bah, il manque la joie, D'accord. c'est triste. Il manque la joie, c'est pas, ça va pas ça. Mais là, c'est parce qu'en fait, on prend le côté, oui, le côté À réguler. négatif, si tu veux, qui ferait l'objet d'une transmutation. Et alors la joie, je la mettrai en, ça va être l'inverse de la tristesse qui va se transformer en joie, j'imagine. Ouais, oui, c'est ça. Ou la colère qui va se transformer en joie. Après, ouais, c'est les 3 principales, mais effectivement, plutôt négatives, oui. Parce qu'après, on va pouvoir trouver aussi, bien sûr, des émotions. Comme j'ai dit, on va pouvoir décliner avec une liste plus longue, et on va pouvoir aussi trouver les émotions positives. Pour chaque centre, il va y avoir aussi les positives associées, bien sûr. Il y a souvent une autre émotion qu'on associe, c'est le dégoût. Ok, c'est vrai qu'en PNL, il me semble qu'effectivement, on parle de cette émotion en plus. Et je ne sais pas trop où est-ce qu'elle viendrait, celle-là. Bon. Il y a peut-être la honte. La honte. Je crois que c'est plutôt dans l'émotionnel, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Ça vous parle? Ça vous donne envie d'en savoir plus? Oui, oui, oui. Les 3 livres que vous avez proposés, là, je pense que ça vaut la peine de les lire pour Oui. bien voir les 3 aspects les plus importants de cet outil, c'est-à-dire faire le diagnostic, après voir comment on peut évoluer d'un type à l'autre. Et ensuite, l'aspect spirituel aussi est intéressant.
Tout à fait. Alors après, c'est vrai que pour le diagnostic, comme je l'ai dit, bon, c'est pas une vérité absolue, mais c'est vrai que c'est préférable, je pense, hein, de faire l'interview dont je vous ai parlé, qui est quelque chose qui, nous, qu'on a travaillé pendant la formation que j'ai faite, là. Cela étant, si vous prenez ce livre, il donne des, disons, un test fait d'une description et qu'on peut faire aussi. Donc, c'est une façon de le faire seul aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est moins sûr à 100%, hein, on peut se tromper aussi, mais pourquoi pas. Et de même, sur Internet, vous avez des tests qui existent. Mais comme je l'ai dit, c'est moins, comme je dis, le non-verbal, tout ça, on ne le verra pas dans ce genre de test. Oui. C'est vrai que ce que l'autre va percevoir, il va peut-être aussi explorer davantage les réponses qu'on peut faire aux différentes questions. Ouais. Et voilà, et ça évitera les écueils de projection que l'on peut faire sur ce qu'on voudrait être et qu'on n'est pas. Exactement. Tout à fait, oui. On peut se leurrer, et puis dans le principe de faire l'interview, c'est que si selon comment on voit ce que la personne répond ou le non-verbal qui est peut-être pas tout à fait en cohérence avec le verbal, on va peut-être creuser un peu plus ce que ne fait pas le test sur Internet. Oui. Bon. Oui. Après, je dirais, moi je propose et je dis, je pense que ça c'est mieux maintenant. C'est possible aussi, hein, vous pouvez faire tout seul par Internet. Hein, c'est peut-être un cheminement aussi. Hein, c'est peut-être commencer par voir comment ça fonctionne, lire les livres pour approfondir un petit peu la théorie, et ensuite passer par l'étape d'un travail à deux pour vraiment pour plus de justesse. Oui, bien sûr. Oui, tout est possible. Hein. Voilà. Okay. Donc, je ne sais pas, il y en a qui connaissent le spécialiste du MBTI ou d'autres outils. Je sais pas, peuvent peut-être comparer. Moi, je connais le MBTI, et c'est vrai que le MBTI, c'est une manière de… Et moi, je l'avais fait dans le cadre d'un travail sur l'assertivité. Ouais. C'était pour adapter son mode de communication à une personne dont on connaît le profil MBTI. C'était plus une adaptation en termes de communication, d'entrer en relation avec l'autre, de travailler avec l'autre. Okay. Ce n'était pas réellement une connaissance, enfin, c'était bien sûr, ça passait à travers une connaissance de soi, ses modes de communication, mais là, il s'agissait de s'adapter à l'autre, plus exactement, pour une meilleure communication, compréhension, travail ensemble, etc. Alors après, c'est pareil en énéagramme. Bon, là, je vous ai cité quelques livres, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus en ce moment qui sortent. Il est sorti récemment un livre sur les relations, justement, par rapport à l'énéagramme. Je ne sais plus comment il s'appelle. Parce que forcément, après, on peut voir qu'est-ce que ça peut donner quand il y a tel type qui est avec tel autre, le genre de relation que ça peut faire, de difficulté, de facilité, enfin voilà. Oui. Tout à fait. Oui. Après, ça me fait penser un peu à la PNL aussi, avec le fait de s'adapter à l'interlocuteur. Tout est question d'intention aussi après. Quelle est l'intention avec laquelle on fait ce genre de travail? Parce que tout de suite, on peut dire, ah oui, mais attention, c'est de la manipulation, ça peut devenir de la manipulation. C'est une question d'intention après. L'intention, c'est, si c'est une aide pour mieux se comprendre et comprendre la réaction aussi que ça peut faire chez l'autre. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. Franchement, ça donne envie d'approfondir cet outil. Oui, franchement, oui. Ça a l'air très… C'est passionnant probablement parce oui, tout à fait, il y a beaucoup d'interactions.
Oui, et puis je pense que, moi, c'est l'effet que ça me fait, c'est comme si ça te donnait accès à certaines vérités vraiment très profondes, quoi, que personnellement, je n'ai pas vu dans d'autres livres ou outils, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a un côté ésotérique dans cet outil. Après, est-ce que c'est pour ça qu'il a existé, puis après il est passé un peu dans l'oubli, et que maintenant il est réhabilité, et je trouve qu'on en parle de plus en plus, qu'il est aussi peut-être, je crois bien qu'il est vu comme une secte plus ou moins, avec les millivides, comment ça s'appelle, là où c'est un outil qui est, voilà, peut-être interprété comme étant limite secte par certains, donc Mais comme parce vous qu'il y a, dites, c'est tout question d'intention. C'est vrai qu'on peut utiliser beaucoup d'outils de ce style pour mieux connaître l'autre et mieux le manipuler. tout à fait, c'est ça aussi. Oui, c'est 1000 vidudes. Oui. Merci Estelle. Et là, je crois bien que c'est encore classé comme ça. Cela dit, on est en France. Aux États-Unis, c'est depuis longtemps rentré dans les mœurs. C'est même enseigné à l'université. Il est beaucoup plus ouvert que nous là-dessus. Oui. Donc nous, bien sûr, dès que ça sort du modèle, on ne va pas faire de on va pas faire de polémique là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, c'est très relatif. C'est pas du tout le cas. Je sais aux États-Unis, ça c'est sûr. Et voilà. Mais en France, j'ai l'impression, en ce moment, je sais pas, je vois de plus en plus on en parle de plus en plus, je trouve. Ok. Donc, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si Un grand merci pour cette présentation de l'outil qui est fort intéressant. Et on garde, moi personnellement, je vais garder votre présentation et votre nom sous le coude parce que ça peut, voilà. Avec plaisir, si vous êtes intéressé, bien sûr. Moi, comme je l'ai dit, je propose ça. Vous pouvez aller voir sur mon site. Je l'explicite ce que je fais. D'accord. Et puis voilà, il existe bien sûr des formations aussi qui vont très loin, très approfondies. Tout dépend après le temps. C'est un choix. Est-ce qu'on veut investir comme je vous dis, moi, après ces formations, j'estime que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je continue à regarder ça. C'est très, très, très riche. Donc voilà, je vais vous envoyer donc le PDF. Et puis, si vous êtes intéressé, contactez-moi avec plaisir. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci Jean-Pierre. Bonne soirée. Bonne soirée à Catherine. tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.